Le paquebot italien toujours aux mains des pirates palestiniens qui ont peut-être déjà tué 2 passagers. François Mitterrand en Bretagne, beaucoup de manifestations sur son passage, mais il reste ferme sur l'action de son gouvernement. Marché des programmes de télévision à Cannes, on cherche de l'argent pour financer les émissions des nouvelles chaînes. Tour de France 86, les montagnards seront à la fête. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 24 heures après le début du détournement du paquebot italien l'Achille Lauro par un commando palestinien, on ne sait toujours pas exactement combien d'otages sont détenus par les pirates, ni à qui obéit le commando. Ils réclament la libération de 52 Palestiniens détenus en Israël et menacent d'exécuter des passagers. Peut-être même en ont-ils déjà tué 2 Américains. Cette information non plus n'est pas confirmée pour le moment. Le point de la situation avec Émilie Rafoul et Hubert Coudurier. Il faut remonter à 1961 pour trouver un tel acte de piraterie maritime. À l'époque, un paquebot portugais avait été arraisonné par des opposants au régime. L'Achille Lauro est d'ailleurs à certains égards un bateau maudit. Épronnage, incendie criminel, rien ne lui a été épargné jusqu'ici. Reste qu'on se demande ce soir quel est le nombre exact de passagers à bord. Selon les estimations, environ 450, dont 275 Italiens, une douzaine d'Américains, quelques Britanniques, Français, Espagnols, bref, un cocktail de toutes les nationalités occidentales. Après s'être dirigé vers les côtes syriennes, le navire ferait route vers Beyrouth selon une radio espagnole. Plus de 600 passagers ont eu l'heureuse idée de quitter le paquebot à Alexandrie pour une visite au Caire. Ils s'apprêtent, installés à l'hôtel Concorde, à y passer une deuxième nuit. Du côté italien, l'on suit fiévreusement les nouvelles. C'est l'angoisse des familles, informées d'heure en heure. Comment l'avez-vous appris? Par la télévision. J'ai mon mari et 4 enfants sur le bateau, dit cette femme. Dans l'histoire des détournements d'avions effectués par des Palestiniens, Zarqa, l'un des plus spectaculaires organisé par le FPLP de Georges Habash en 1970. Mais c'est 2 ans plus tôt, en 1968, que les Palestiniens entrent de plein pied dans la piraterie aérienne. Depuis cette date, différentes factions du mouvement palestinien revendiqueront une centaine de détournements d'avions. À partir de 1977, pour faire pression sur les opinions internationales, les extrémistes palestiniens préféreront les actions violentes en territoires occupés. Aujourd'hui, condamnation unanime pour ce premier détournement de bateau. En tête, Yasser Arafat. Le président de l'OLP a même envoyé 2 émissaires pour négocier avec les pirates. Une négociation menée conjointement avec les Italiens, réunis en cellule de crise depuis 24 heures. Nous essayons d'éviter une tragédie, a déclaré Bettino Craxi, le président du Conseil. Les autorités italiennes ont mis en alerte plusieurs unités navales en Méditerranée et Washington a précisé que ces 25 bâtiments de guerre n'approcheront pas pour l'instant des côtes syriennes. De son côté, le gouvernement syrien a condamné lui aussi ce détournement et le président Assad, qui actuellement est en voyage officiel à Prague, a déclaré qu'il allait s'efforcer d'aider à la résolution du problème. Du côté israélien aussi, la condamnation, on s'en doute, est sans appel et on n'envisage pas un instant de céder aux exigences des pirates. L'ambassadeur d'Israël en France, M. Ovadia Sofer, est ici avec nous. Il répond à Joël Hazard. Oui, avant d'en venir aux questions, Monsieur l'ambassadeur, je crois qu'il faut souligner 3 points. Premièrement, cette prise d'otage présuppose une préparation réfléchie et méticuleuse. On peut donc imaginer que ce groupe est manipulé par une organisation active, sinon par un pays tiers, qui a intérêt à faire monter les enchères palestiniennes, surtout quelques semaines avant le sommet Reagan-Gorbatchev. Deuxièmement, ce détournement très spectaculaire est brandi comme une menace présente et future contre le camp occidental, à savoir n'essayez pas de négocier des solutions au conflit israélo-arabe sans nous, ne vous entendez pas sur notre dos, sinon attendez-vous au pire. Enfin, cette opération affaiblit encore plus Yasser Arafat dans ses tentatives de sauvegarder la voie déjà très compromise du dialogue. Alors, monsieur l'ambassadeur, on pourrait presque dire que cette action, objectivement, ne dessert pas Israël dans la mesure où vous voyez dans chaque Palestinien un terroriste. Des actes de violence ne peuvent pas servir la paix qui est l'intérêt primordial d'Israël, mais les thèses israéliennes viennent d'être révélées avec exactitude. Que ce soit M. Yasser Arafat ou une autre faction de l'OLP, tous rivalisent pour un seul but, l'assassinat des innocents, le rançonnement du monde libre, la déstabilisation de l'Occident. Je crois que le fait que M. Arafat se prend pour un négociateur maintenant, c'est une manœuvre destinée
à sensibiliser l'opinion publique, alors qu'auparavant, il nous a envoyé des squads pour assassiner pas moins, dans 2 semaines, pas moins de 15 civils innocents israéliens. Oui, mais Yasser Arafat, depuis des mois, s'emploie justement à dénoncer les prises d'otages à l'extérieur des territoires occupés. Ça, vous pouvez Larnaca, c'est un exemple aberrant où M. Arafat emploie des assassins sur des territoires étrangers pour assassiner des innocents, des civils, des touristes, comme nous venons Il a condamné, si je me souviens bien, il y a une différence entre le comportement, les actions de M. Arafat et ses bonnes paroles. On ne peut pas se composer avec le terrorisme de l'OLP. Il y a une seule réponse à un détournement. Je me rappelle lorsque le premier avion israélien a été détourné il y a 15 ans, le monde libre a réagi avec une complaisance. Le résultat, une déstabilisation, une désorganisation de l'aviation civile internationale. Il ne peut qu'exister une seule réponse à ce genre de terrorisme, la réponse israélienne, celle d'Entebbe. Alors justement, la position du gouvernement est de ne pas céder au chantage. Pouvez-vous refuser de négocier dans une affaire aussi dramatique? On ne peut jamais, et je peux l'affirmer, négocier avec des terroristes, avec des assassins qui frappent des femmes, des enfants, des hommes innocents et qui sont sans défense. Et je dois dire qu'il y a seulement hier, nous avons eu une condamnation des conseils de sécurité, une résolution qui condamne la victime de terrorisme au lieu de frapper au terrorisme même. Et 2 jours après, vous voyez le détournement de premier paquebot à un échelon tellement spectaculaire que ce navire italien. Mais alors vous voulez dire que si les terroristes menacent de poursuivre leur action, de tuer les passagers, Israël ne cédera pas au chantage? On ne peut pas céder au chantage des terroristes. Parce que si on cède aujourd'hui au chantage des terroristes, demain on va avoir une vague de terrorisme qui peut frapper pas seulement un navire italien, mais tout l'Occident. C'est d'ailleurs la vocation de toutes ces organisations terroristes. Alors en fait, vous estimez que ce détournement se peut être exemplaire? Je crois que c'est spectaculaire, seulement je souhaite et j'espère que les passagers vont être sauvés. Merci, monsieur l'ambassadeur. Deuxième et dernière journée de la visite de François Mitterrand en Bretagne. Une atmosphère beaucoup moins calme qu'hier, puisque partout sur son passage, le président de la République a trouvé des manifestants de la CGT dénonçant la politique du gouvernement, ce qui n'a pas empêché François Mitterrand de poursuivre le même discours sur la nécessité de moderniser la France et de rassembler les énergies pour cette tâche. Le récit de la journée, Éric Pierrot. Ce ne sont pas des confettis mais des tracts, jetés en direction du président de la République par des manifestants de la CGT. On peut dire que le syndicat d'Henri Krasuki a bien soigné l'accueil réservé à François Mitterrand pour sa dernière journée en Bretagne. À chaque étape du périple présidentiel, plusieurs dizaines, parfois plusieurs centaines de manifestants protestaient aux cris de « Mitterrand, trahison ». Des cris auxquels le président de la République a répliqué avec fermeté. Moi, le commando, je connais. Mais à l'époque, c'était plus difficile. Du moins, c'était plus dangereux. Ça m'ennuie même d'entendre de braves gens s'égosiller pour rien du tout. Car il ne suffit pas de débiter un certain nombre de sornettes pour conduire la France à trouver la voie du progrès. Et moi, je ne veux pas qu'elle s'enracine dans les destructions du passé qui ne feront qu'accroître le malheur des travailleurs. Mais cela n'a pas empêché la CGT de poursuivre ses manifestations. À Lorient, 1 heure avant l'arrivée de François Mitterrand, il y a eu des affrontements violents entre les pompiers cégétistes de la ville et les forces de l'ordre. Bilan, 4 blessés. Et aujourd'hui, on peut mettre super boom ici. Mais ça se passait en Angleterre, mais la preuve, ça peut exister en France. Après avoir réaffirmé encore les vertus de l'effort, du courage et de la France qui gagne, véritable leitmotiv de son voyage en Bretagne, François Mitterrand a évoqué des sujets de consensus éventuels entre la majorité et l'opposition, en affirmant à Brest, où il a été reçu par le maire RPR, que la France tout entière doit pouvoir se rassembler sur les questions de l'emploi,
de la modernisation ou de la défense nationale. En Grande-Bretagne, au lendemain des émeutes sanglantes de la banlieue de Londres, le congrès du Parti conservateur vient de s'ouvrir à Blackpool dans une ambiance plutôt tendue. Les mesures de sécurité sont impressionnantes car on se souvient de l'attentat commis par l'IRA l'an dernier lors du précédent congrès à Brighton. Et en plus, le climat est morose à cause de la baisse de popularité de Mme Thatcher qui ne cesse de s'accentuer. Francine Raymond. Les conservateurs anglais n'ont pas beaucoup de raisons d'avoir le sourire aujourd'hui pour l'ouverture de leur congrès. D'abord, les mesures de sécurité. On a dépensé plus de 12 millions de francs pour transformer l'hôtel impérial de Blackpool en véritable bunker. Le lieu de résidence de Margaret Thatcher et de ses principaux ministres relève du secret d'État. Mais si le climat est aussi lourd à Blackpool, c'est aussi et surtout parce que les conservateurs se sentent en sérieuse perte de vitesse. Les derniers sondages les placent en 3e position derrière les travaillistes. À tel point d'ailleurs qu'à l'intérieur du parti, on se demande si Margaret Thatcher, dont la cote de popularité n'a jamais été aussi basse, peut faire gagner les élections une 3e fois. L'unique objectif de la Dame de Fer est désormais la reconquête de l'opinion. Elle compte beaucoup pour cela sur Norman Tebbit, qu'elle a fait nommer à la tête du Parti conservateur le mois dernier. Un fidèle de Margaret Thatcher, on le dit aussi intransigeant que la Dame de Fer. Il sera chargé de préparer les élections de 88 et de mieux faire passer le message gouvernemental. Changer l'emballage, parce que sur le fond, on maintient le cap. La politique de Margaret Thatcher est bonne. Le nouveau numéro 1 du Parti conservateur l'a redit à la tribune aujourd'hui. Pourtant, le chômage touche 14% de la population aujourd'hui en Angleterre et les émeutes raciales se multiplient. À l'intérieur du Parti conservateur, des voix s'élèvent déjà pour dire que changer le look du parti ne suffira pas à résorber le malaise actuel. Afrique du Sud, Turquie, Éthiopie, Iran, Irak et tant d'autres, la liste des pays où les droits de l'homme sont violés est toujours et désespérément aussi longue. Cette litanie des tortures et des exécutions sommaires constitue une fois de plus l'essentiel du dernier rapport que vient de publier Amnesty International. Dominique Champeau. Cet œil, symbole de notre conscience collective, est celui d'Amnesty International. Est-elle celui qui dans la tombe regardait Caïn? Il se pose partout où l'horreur fait partie du pouvoir. Un tour du monde de la torture sur fond d'exécutions sommaires et de crimes d'État, où Amérique du Sud et Moyen-Orient se disputent âprement la palme de l'intolérance. On torture autant dans les prisons de Bagdad que dans celles de Buenos Aires, et les tribunaux d'exception confondent dans la même justice sommaire les ennemis de la dictature chilienne et ceux de la révolution libyenne. Tonton Macoute de Duvalier ou flic du Syrien Assad, qu'elle soit militaire ou policière, la répression se confond toujours avec la même violence sous les deux latitudes. Expéditive en Amérique du Sud, elle se raffine au Moyen-Orient avec l'apparition des premières machines à amputer. Pour le reste, c'est l'éternelle litanie des libertés bafouées, des procès truqués et la chaîne des délits d'opinion. Camp soviétique et syndicalistes turcs qui figurent en bonne place, rejoints cette année par les contestataires albanais, 400 prisonniers politiques coupables de prise de position parfois publique ou simplement privée et que l'on condamne à croupir pendant 5 ou 10 ans dans les camps de Spac et de Balach de déjà sinistre réputation. À Flaine, en Haute-Savoie, les sauveteurs viennent enfin de réussir à dégager le jeune spéléologue qui était prisonnier d'un gouffre depuis samedi soir. Ils y sont parvenus il y a à peine 1 heure. La remontée a été très longue et très difficile car il a fallu élargir des galeries à l'explosif. 45 personnes ont travaillé sans relâche pendant 3 jours. Le blessé souffre d'une fracture à la jambe. Il a été suivi sans relâche par les médecins pendant la remontée. Son état toutefois n'inspire aucune inquiétude, mais sans doute qu'il n'est pas prêt d'oublier cette aventure. À quoi vont ressembler les nouvelles télévisions, celles que nous promet pour très bientôt le développement des satellites et du câble? Sur le plan technique, tout semble au point, mais du côté des programmes, le paysage est plus flou. On s'y intéresse beaucoup à Cannes, où vient de s'ouvrir aujourd'hui le MIPCOM, le marché international des programmes de télévision. Et en particulier, on cherche de l'argent pour financer ces nouveaux programmes. Elisabeth Kiledjian. In Harlem at a table for 2. There was 4 of us, me, your big feet, you. Je vaporise.
C'est bidonnant. En France, ce joli jeu de massacre est encore interdit. Mais la règle du jeu pourrait être bouleversée dans les années qui viennent. Les industries de programme coûtent de plus en plus cher et leurs sources traditionnelles de financement ne sont pas inépuisables. Dans la plupart des pays européens, les ressources apportées par la redevance plafonneront dès 90. Et il est trop impopulaire et donc exclu politiquement d'augmenter cette redevance en tenant compte de l'évolution des coûts de production. Sans la réglementation actuelle, le marché publicitaire français pourrait apporter à la télévision plus de 2 milliards de francs supplémentaires par an, soit le tiers ou presque du volume de la redevance. Or, c'est ce marché publicitaire qui permet aux chaînes d'acheter des films de cinéma. À un moment où la baisse de fréquentation des salles et l'escalade des devis de production mettent les industries du cinéma au pied du mur. La négociation des droits vidéo ne tient pas ses promesses. L'explosion du marché des magnétoscopes n'a pas provoqué pour l'instant d'explosion en chaîne du marché des cassettes préenregistrées. Il apparaît clairement quand même que la télévision payante, pour le cas de la France Canal+, est plutôt une bonne chose pour l'industrie cinématographique. C'est-à-dire que le circuit financier qui permet de réinvestir les sommes dégagées par la télévision payante va effectivement, pour un ordre qui se situe entre 35 et 50% vers l'industrie cinématographique française. Donc de ce point de vue-là, Canal+ a représenté d'une certaine façon un ballon d'oxygène pour le cinéma français en 84 et 85. C'est une heureuse surprise, car sur 16 cassettes vidéo achetées en 1983, 14 servent à l'enregistrement des programmes diffusés sur les chaînes de télé. 2 seulement étaient donc préenregistrés. Là comme ailleurs, l'air du temps est à l'individualisme farouche, chacun son cocktail d'images. La télévision a une fonction de lien social. Le fait qu'il y ait 20 millions de personnes ou 25 millions de personnes qui regardent les journaux télévisés, par exemple, ça se traduit par une sorte de prise de connaissance de la même information par un très grand nombre de gens dans un pays à la même heure. Alors, est-ce que ce phénomène-là va disparaître? Ou au contraire, est-ce qu'on aura deux aspects, si vous voulez, un aspect consommation individuelle qui sera plutôt tourné vers la distraction, et on conservera de l'ancien système une consommation collective qui, elle, sera plus tournée vers les choses politiques, enfin vers l'information, vers la culture? C'est possible. Reste à ces futurs magazines d'information à se réinventer une légende. Le Tour de France 86 partira plus tard que d'habitude pour ne pas souffrir de la concurrence de la Coupe du Monde de football. Départ le 4 juillet et arrivée sur les Champs-Élysées le 27. Quant au profil général de l'épreuve, il sera cette année encore très montagneux, ce qui plaira sans doute beaucoup aux coureurs colombiens. Daniel Leclerc. Le Tour 86 reste en France et au premier coup d'œil, on remarque que la Bretagne et l'Est du pays ont été occultés. Le départ aura lieu le 4 juillet avec le prologue à Boulogne-Billancourt, un tour long de 4000 km, 23 étapes, et à l'inverse de l'édition précédente, on abordera les Pyrénées avant les Alpes. Un tour très favorable aux grimpeurs, ce qui ne sera pas pour déplaire aux Colombiens. 5 étapes de montagne avec 4 arrivées au sommet, pour seulement 120 km contre la montre. Ce sera ensuite la route vers Paris avec le traditionnel final sur les Champs-Élysées le 27 juillet. Bref, un tour qui s'annonce difficile, mais qui n'inquiète pas Bernard Hinault. Je n'en passe pas plus que pour les autres tours. Si on veut être au départ, on l'accepte comme il est. C'est tout. C'est une course comme les autres. Hein. Mais il ne faut pas penser que c'est le parcours qui fait la course, ce sont les hommes qui le font. Donc la course, elle sera peut-être encore plus bloquée que les autres années. Alors l'année dernière, à l'arrivée du Tour de France, ce 5e tour que vous avez gagné, vous avez déclaré que finalement vous partiez pour aider Greg LeMond. Vous êtes toujours dans cet esprit-là? Disons que j'ai toujours ce même esprit, mais il faudra peut-être penser à rechercher des grimpeurs, plus que des coureurs complets. À la Bourse de Paris, une petite éclaircie. Aujourd'hui, les valeurs françaises ont légèrement remonté. Du côté du dollar, on est resté stable. Henri Loret. Pas de grands changements sur les marchés d'échange où les opérateurs ont bien enregistré la détermination des grandes banques centrales à contenir le dollar autour des 8 francs français. La monnaie américaine a gagné 1 centime aujourd'hui à Paris. A l'inverse de la météo nationale, la Bourse de Paris a enregistré une petite éclaircie en fin de séance après une ouverture maussade.
Cette légère reprise est intervenue sans grand encouragement pourtant. À New York, le même scénario se déroule jour après jour à Wall Street, où la tendance est totalement fade et où le Dow Jones reste pratiquement inchangé. Le temps pour demain, encore un passage pluvieux mais timide qui traversera le pays mais qui sera plus actif sur la moitié nord. Il pleuvra tout de même sur les Pyrénées et sur les Alpes. Dans la soirée, les éclaircies reviendront. Les températures, elles, ne changeront guère. Elles iront jusqu'à 13 ou 19 degrés sur la moitié nord, 18 à 23 sur la moitié sud. Pour demain soir, je vous rappelle nos deux rendez-vous, 19h pour la première édition et 22h20 pour l'édition complète de Soir 3. Excellente fin de soirée sur la 3. Avant de vous laisser retrouver le programme de votre région, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Bonsoir et à demain. Mobilisation en Occident pour secourir les otages du paquebot italien. Le commando a peut-être déjà exécuté 2 passagers. Réaction de l'ambassadeur d'Israël en France à Soir 3. Les Palestiniens visent la déstabilisation de tout l'Occident. On ne peut pas négocier avec Arafat. Télévision à Cannes, le marché des programmes cherche de l'argent pour alimenter les chaînes du futur. Tour de France 86, il partira plus tard et grimpera plus haut.